Bonjour, c'est Claire-Lise. Vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré, un podcast où nous étudions tous les mois de l'année dans une roue chamanique proposée par un enseignement amérindien. Euh, Nous explorons, grâce à des contes amérindiens, mois après mois, l'énergie de chaque mois et notre évolution énergétique dans cette roue de l'année. Nous en sommes donc au mois de juillet, et au mois de juillet, nous explorons le caractère sacré de l'amour. Je vous ai donc proposé plusieurs audios autour de la notion de l'amour, de la notion de la libération du cœur, des blessures du cœur, des notions du couple, de la famille, de la sexualité. Et je vous ai proposé aussi des audios sur l'évolution sociétale en France et en Europe autour de ces sujets-là pour bien comprendre où on en est aujourd'hui, à la fois avec un regard sociologique et un regard plus énergétique et spirituel. Dans ce regard sociologique, nous avons considéré donc toute l'évolution en France autour de la famille et du couple, et entre autres avec la libération de la femme grâce au mouvement féministe. Nous avons vu comment ce mouvement féministe avait entraîné dans son sillon finalement le mouvement des LGBT, avec la demande de l'égalité des droits qui va avec. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'aller écouter les audios précédents. Et puis, je me suis proposé avec vous de zoomer un peu plus sur ce mouvement LGBT pour essayer d'en comprendre toute sa complexité aujourd'hui dans notre société et aussi que nous pourrions rencontrer dans nos vies et aussi dans nos consultations si nous sommes psychothérapeutes. Il me paraissait important de vous présenter le regard sociologique pour vraiment comprendre cette complexité. Et donc, ça a été l'objet d'une première audio. Et dans un deuxième audio, je me suis proposé de vous exprimer mon regard, qui est un regard complexe. J'ai envie de dire un regard qui explore la dimension complexe autour des sujets du masculin et du féminin en soi, et donc aussi de son identité sexuelle. Dans cet audio, je vous ai exposé ce regard multidimensionnel, corps, âme, esprit. Et nous nous sommes rappelés, entre autres, de toute la complexité de l'identité sexuelle en lien à la fois avec notre biologie, mais aussi avec les influences de notre éducation. J'avais abordé avec vous peut-être la posture que doit avoir un thérapeute quand il prend en charge ces symptômes-là à son cabinet, une posture d'élargissement très grand, d'accueil très grand et d'élargissement très grand de son regard pour vraiment écouter sur toutes les dimensions les dualités masculin-féminin pour permettre à la personne qui consulte une liberté absolue d'aller investiguer en elle ces zones de friction, d'opposition, de dualité, de blocage. Et entre autres, je vous avais donné mon point de vue sur la possibilité que nous soyons embarqués aujourd'hui dans une idéologie qui piège les personnes et qui les empêche d'aller consulter sur une problématique, un éventuel symptôme lié à des problématiques d'identité et des problématiques masculin-féminin. Nous avions un petit peu regardé le sujet de l'homosexualité. Et donc, si vous n'avez pas écouté cet audio, je vous invite vraiment à l'écouter puisqu'elle est vraiment, elle propose vraiment un regard sur la pensée complexe. Et cette troisième audio, donc, est directement reliée à cette deuxième audio. Alors ici, pour aller plus loin, je me propose d'aller explorer la notion d'identité sexuelle, la théorie du genre et les consultations qui ont augmenté chez nos jeunes en lien avec le questionnement de l'identité sexuelle. Dans cet audio, je vais essayer de vous présenter mon regard, encore une fois, sur l'historique et l'évolution sociétale au sujet de l'identité sexuelle et de la théorie du genre. Et ensuite, j'essaierai de vous présenter de mon point de vue les confusions qu'il peut y avoir aujourd'hui chez nos jeunes
en lien avec tous ces questionnements que la société se pose et pose à l'école. Alors déjà vous dire que c'est un sujet extrêmement porteur de polémiques, de controverses, au sein même des personnes qui soutiennent la théorie du genre. Donc c'est compliqué d'en parler, c'est compliqué, souvent quand on en parle, on déclenche des polémiques. On a vraiment l'impression de marcher sur des œufs. Parce que à la fois, probablement dans son fondement, il veut soutenir une égalité des sexes, et aussi il est peut-être porteur de confusion, et donc il génère beaucoup de polémiques. Aussi, pour moi, c'est un petit peu périlleux d'aborder ce sujet, parce que j'aimerais être au plus juste de ma pensée, sans peut-être influencer par mon regard. La question que j'aimerais poser ici, finalement, c'est qu'est-ce qu'un garçon ou qu'est-ce qu'une fille? Qu'est-ce qu'un homme ou une femme dans une société qui propose que l'on peut être désigné comme neutre? Vous savez que notre société propose aujourd'hui qu'on appelle plus il ou elle, mais qu'on appelle yel pour définir l'identité neutre. Et aussi une société qui nous propose que l'on peut passer d'un sexe à l'autre grâce à des interventions chirurgicales et des traitements hormonaux, et que cela peut trouver sa justification dans le fait de se sentir homme ou femme dans un corps qui ne correspond pas à ce ressenti. Donc, je redis, dans cette société-là, qu'est-ce que c'est qu'être un garçon, une fille, un homme, une femme? Déjà, je vais revenir avec vous sur la définition de la théorie du genre, et ensuite on ira voir en fait son histoire, d'où ça vient tout ça, et on essaiera de comprendre où ça nous amène peut-être aujourd'hui. Donc finalement, dans la théorie du genre, le terme genre désigne la masculinité ou la féminité construite par notre environnement sociétal et culturel, c'est-à-dire notre langue, notre éducation, les modèles proposés, les rôles proposés par notre éducation et la société. Et donc le genre ne dépendrait pas de notre sexe biologique, mais il serait subjectif, c'est-à-dire qu'il dépendrait de la perception que chaque individu a de lui-même. Et aujourd'hui, ce que dit la théorie du genre, c'est qu'on est trop influencé, trop conditionné par notre société et qu'on n'est pas libre de se sentir masculin ou féminin. Donc ce thème-là intéresse des disciplines telles que la philosophie, la sociologie, la psychologie ou encore la psychiatrie, et aussi l'éducation des enfants, dont l'éducation nationale, l'éducation à l'école. Donc il y a eu de nombreux débats autour de tout cela depuis des années, et on va essayer de comprendre un peu plus loin ici de quoi il s'agit. Donc finalement, ce que dit la théorie du genre, c'est que un enfant n'a pas le choix, il va intérioriser dès son plus jeune âge le rôle qu'il est supposé tenir dans la société comme homme ou comme femme, et ce rôle lui est imposé par son environnement. Et donc, ce que propose la théorie du genre, c'est de changer ce fonctionnement et de laisser l'enfant dans la plus grande neutralité jusqu'à qu'il soit lui-même capable d'être à un âge où il est libre de choisir lui-même son identité de genre. Donc la théorie du genre va différencier le sexe, qui désigne la réalité biologique et qui n'est pas niée, d'un garçon d'une fille, et tandis que le genre désigne la dimension sociale du sexe, c'est-à-dire le comportement social d'un homme ou d'une femme en lien avec son sexe biologique. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre identité liée à notre sexe, en fait, constitue une part essentielle dans notre identité. Et donc ce sujet-là n'est pas rien en termes d'importance. Donc ce que veut faire la théorie du genre, c'est de différencier 3 dimensions dans l'identité liée au sexe. Donc on différencie l'identité sexuée, qui est le fait de se reconnaître comme ayant un sexe mâle ou femelle et des comportements dits masculins ou féminins, donc notre identité sexuée. L'identité du genre, qui serait la manière dont on se considère et on se représente dans notre façon d'être et dans nos comportements dans le domaine social. Et notre identité sexuelle, qui, elle, relève de notre sexualité,
de l'orientation des hommes et des femmes vers des sexualités masculines actives ou féminines passives, ou de l'orientation des objets, des choix des objets qu'on va faire dans notre sexualité. Concernant dans la sexualité, donc par exemple, un homme de sexe masculin, mais de genre féminin, avec une sexualité active dite de type masculin, hétéro ou homosexuel, ou passive dite de type féminin. Donc on voit que c'est complexe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis un homme avec un sexe féminin, mais de genre féminin, c'est-à-dire que je me sens plus être dans une identité sociétale de femme, mais j'ai une sexualité active, soit de type masculin, ou soit passive, dite de type féminin. En réalité, du coup, si on regarde cette différenciation, en fait, les configurations sont multiples et diverses et n'exigent pas que socialement on soit fixé une fois pour toutes, mais elles peuvent évoluer dans le temps ou coexister dans le temps. On comprend bien que ces trois dimensions sont étroitement intriquées. Elles interagissent l'une avec l'autre tout au long de notre existence et on ne peut pas la définir à un moment, même si on peut dire quand même que l'essentiel de l'acquis, de cet acquis identitaire sexuel est relativement fait à la fin de notre adolescence. Donc on voit que finalement la société aujourd'hui pose un questionnement complexe où peut-être en fait on n'a pas de réponse. J'ai envie de dire, elle pose des problèmes là où il n'y en a pas, chez la plupart des personnes. Et elle peut apporter des réponses là où il y en a besoin, chez des cas particuliers. Donc le problème, c'est qu'on va créer de la confusion autour de l'identité sexuelle chez des enfants qui se déploient de manière naturelle dans leur environnement et qui va faire qu'ils vont devenir ce qu'ils sont. On va voir que ça va générer une augmentation de consultation à ce sujet-là. Alors, donc je vous propose un historique, un aperçu de ce mouvement de l'identité du genre. Bon, ce qu'on sait, c'est que jusque dans les années 1950-1960, le genre et le sexe se confondaient et correspondaient à notre aspect anatomique, sexuel. Et puis, vous savez, il y avait ces cas d'intersexués, donc c'est ces personnes qui naissaient avec des anomalies génétiques ou des organes sexuels et où on ne pouvait pas différencier de manière anatomique s'ils étaient un petit garçon ou une petite fille. Et à l'époque, dans les années 50, on n'avait pas les capacités scientifiques d'aller explorer le karyotype. Donc, ce sujet-là a été remis entre les mains des médecins, des experts et des psychiatres pour essayer de comprendre l'identité vers laquelle s'orientait l'enfant pour pouvoir lui construire un sexe qui lui corresponde, avec de la chirurgie de réparation. À ce moment-là, s'est posée la question de l'inné et de l'acquis. L'inné étant donc ce que j'ai dans mon système génétique en termes de gènes sexuels, et l'acquis, c'est tout ce que je peux développer de par mon vécu, mon éducation, et qui peut m'orienter vers un genre qui n'est pas forcément celui de mon sexe. Donc il y a eu énormément de débats psychologiques, philosophiques, avec aussi les neurosciences, qui à l'époque n'étaient pas très développées, mais qui se sont développées ces dernières années sur ce sujet-là. Et donc, en même temps, il y avait dans la société ce mouvement des féministes et de la revendication de la liberté, de l'égalité des droits, de la liberté sexuelle. Et donc, le sujet du genre a été vraiment porté par ce mouvement, avec une accusation de certaines personnes, de certains lobbies, j'ai envie de dire, de parler au nom des homosexuels pour dénoncer la maltraitance de la société dans l'orientation des genres. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la période aussi où on essayait de réintégrer dans la société les homosexuels et les transsexuels. Et donc, il y a eu tout un mouvement philosophique et psychanalytique qui a essayé de prouver qu'effectivement,
le sujet, donc le sujet pensant, hein, le sujet dans la psychanalyse, le sujet, donc au niveau du genre est originellement neutre et devait faire le sacrifice et renoncer à une part de lui-même par ses conditionnements sociétals. Et donc permettait d'aplanir tout ce conditionnement sociétal et de réintégrer les homosexuels et tout le mouvement relié au LGBT. Donc le positif de tout ça, c'est que ça a finalement eu le mérite de nous mettre en réflexion un mouvement sur effectivement la façon dont les règles et les lois sociales génèrent des stéréotypes de genre et peut créer des troubles de l'identité sexuelle. Donc il est vrai que notre société probablement cultivait ces stéréotypes de genre. Et donc vous savez, on les retrouvait dans les classiques garçon bleu, fille rose, garçon petite voiture, fille petite poupée, dans la façon dont on vêtissait nos enfants, les professions des hommes et celles des femmes, les tâches au quotidien, les loisirs. Et donc, dans les années 1960, avec la libération sexuelle, mais aussi grâce aux progrès liés à la médecine, dans le domaine de la procréation médicalement assistée, la maîtrise de la conception a généré finalement la dissociation du désir sexuel et de la procréation. Et donc, à partir de ce moment-là, les possibilités de conception n'ont plus été finalement exclusivement l'apanage d'un rapport hétérosexuel, mais la société s'est construite en édictant des règles et des lois pour protéger la liberté sexuelle et finalement protéger les homosexuels et les personnes du transgenre. Bon, tout cela, on l'avait déjà vu dans les autres audios. C'est un rappel là parce que c'est important de rappeler la dimension complexe dans laquelle on est. Et donc, finalement, ces interrogations d'ordre médical ont été rapidement rejointes par des questionnements philosophiques et psychologiques. Et ça s'est développé en France et puis aux États-Unis. Et finalement, cette théorie philosophique du genre a été conceptualisée par une philosophe américaine, Judith Butler, au cours des années 80. Et de là est issue en fait deux mouvances. Celle du courant féministe qui a voulu protéger l'égalité des sexes et la libération sexuelle, et le droit finalement aux homosexuels et aux transgenres, droit juridique. Et la deuxième mouvance a été l'émergence de lobbies qui se sont emparés du sujet, déclarant s'exprimer au nom des personnes homosexuelles, et qui ont dit et considéré que l'hétérosexualité n'a plus aucune raison d'être la norme et qu'il n'y a plus de différence irréductible homme-femme par nature. Donc il y a eu toute une évolution sociétale là-dedans, et puis ensuite il y a eu ce débat qui s'est emparé de la société autour de l'éducation à la société à l'école et entre autres l'infiltration de la théorie du genre à l'école. Alors là, je vais rappeler en fait les obligations juridiques de l'éducation à la sexualité à l'école depuis 2001. Donc c'est l'article L312-16 qui nous explique qu'une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles visant à l'apprentissage du respect dû au corps humain et à sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Donc ça, c'est la base du programme. Et donc l'objectif de ces enseignements sont du coup l'éducation autour des problèmes liés à la sexualité, la prévention des risques et la promotion de l'égalité homme-femme. On y aborde aussi les problématiques comme les grossesses précoces, la contraception, les infections sexuellement transmissibles, mais aussi tous les risques liés à Internet. Donc, l'éducation sexuelle à la sexualité est très important. Le problème n'étant pas tant le programme, même si la théorie du genre s'est infiltrée dans les manuels scolaires, et ce qui a fait débat dans le débat public,
je crois dans les années 2011, ça a démarré et il y a eu toute une polémique lancée aussi par le pape dans les années, je crois, 2016, autour d'un possible endoctrinement des enfants sur la théorie du genre et toutes les problématiques que ça allait générer chez eux. Donc il y a eu beaucoup de gros débats là-dessus et finalement l'éducation nationale s'est positionnée et dit que cette théorie du genre n'est pas reconnue par l'éducation nationale. A priori, aucun texte officiel, ni aucune circulaire n'y fait référence. Simplement, il y a quand même certains livres scolaires qui orientent le débat là-dessus. Alors, la problématique de fond, finalement, c'est pas tant la forme, mais c'est le fond. En fait, c'est la forme aussi. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'éducation sexuelle n'est pas cadrée et en fait, ces séances d'éducation sont réparties de façon variable au cours de l'école primaire en fonction des moyens disponibles et sont gérées par les professeurs eux-mêmes et donc pas par des spécialistes. Et au collège et au lycée, il y a 3 séances annuelles qui sont prévues et organisées par un panel de volontaires, pouvant être des professeurs, des infirmiers ou encore des conseillers principaux d'éducation. Finalement, peut-être que le problème, il vient de là parce que ces volontaires vont finalement, possiblement, non pas suivre un programme scolaire, j'ai envie de dire, mais poser leur propre avis sur la question et on s'est aperçu que les enfants étaient de plus en plus troublés profondément finalement par une théorie du genre dont ils parlent à l'école. Avec des enfants à qui on dit de plus en plus tôt qu'ils ne sont ni mâles ni femelles et que c'est eux qui plus tard choisiront leur identité sexuelle. Et cela crée beaucoup de troubles. Et ensuite, donc, il y a eu un autre mouvement qui est arrivé, c'est le mouvement du transgenre, où on a expliqué aux enfants qu'ils allaient choisir leur identité sexuelle et donc leur genre, mais en plus, si jamais ils voulaient changer d'identité biologique, c'était possible et on pouvait, donc par une chirurgie et par un changement hormonal, non seulement répondre à leurs problématiques d'identité sexuelle, mais leur changer de sexe. Avec des discours qui se sont plus ou moins normalisés comme étant quelque chose de possible dans la société et que l'enfant, il n'aurait qu'à, à ce moment-là, choisir s'il voulait être du genre masculin ou féminin et aussi s'il voulait changer de sexe biologiquement. Donc on a vu une explosion de consultations, des consultations des enfants tôt, chez des psychologues, chez des psychiatres, chez des gynécologues, des adolescents chez des gynécologues, en psychiatrie, et puis des demandes d'enfants qui ont demandé à leur médecin généraliste comment faire pour changer de sexe. Et de ce fait, quelque chose qui était avant une problématique, une souffrance de quelques personnes très spécifiques est devenu carrément un questionnement sociétal et il y a eu une explosion de ce qui était avant une exception est devenu une explosion de demandes. Et puis on a vu aussi, par exemple en Angleterre, une clinique qui a fait fortune en proposant des programmes de changement de sexe aux jeunes très rapidement. On a assisté là vraiment à des déviances graves dans un but financier. Alors, est arrivé quoi? Est arrivé des jeunes... alors, qu'est-ce qui se passe quand un jeune est adolescent? Eh bien, il est dans une période où, effectivement, il n'est pas bien dans son corps, il n'est pas bien avec ses hormones et il n'est pas bien dans son identité sexuelle. Dans un collège ou une école ou un lycée sur lequel on met ces débats en route d'une façon pas du tout cadrée, eh bien, ça peut vraiment faire exploser le mal-être des jeunes, hein. Et on a vu arriver tout un tas d'adolescents qui voulaient demander à changer de sexe. Avec l'affolement des parents, évidemment, et puis pour certaines personnes, des mouvements
LGBT qui se sont dressés contre des parents qui ne répondaient pas favorablement à la demande du jeune, en les accusant d'emprise et en les harcelant. Donc on a vu comme ça arriver dans la société des drames, au sein même des familles, probablement dû donc à une idéologie sociétale qui est arrivée dans son extrême, sans conscience de ce qu'on est en train de faire à nos jeunes. Avec des consultations en principe avec des psychiatres, quand on demande une transition de genre, qui est vraiment normée, et donc il y a plusieurs consultations et qui prend du temps pour vraiment essayer de sentir si l'enfant qui a la demande est bien atteint de ce qu'on nomme la dysphorie du genre, c'est-à-dire une personne qui est dans une grande détresse due à une non-cohérence en elle entre son identité de son genre et son sexe attribué à la naissance. C'est-à-dire que la dysmorphophobie du genre, ce sont des personnes qui sont en très grande détresse parce qu'elles se sentent femmes et qu'elles ont un corps d'homme, ou qu'elles se sentent hommes et qu'elles ont un corps de femme. Donc, on a demandé aux psychiatres et aux psychologues de vérifier cela avant d'arriver à ces opérations pour permettre à ces personnes d'avoir un corps qui correspond à leur genre. Et sous la demande croissante, on a vu des déviances dans les consultations où les parents, et puis on a aussi le témoignage de personnes qui regrettent d'avoir fait leur transition et qui témoignent aujourd'hui de comment ça s'est passé, où il y a eu des consultations qui ont été rapides. Il suffisait que l'enfant... Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les enfants, pendant la période de l'adolescence, se sentent mal, vont sur Internet, trouvent la théorie du genre et la possibilité du transgenre, plus ça accentué par ce qui se passe, les débats qui se passent au lycée, à un moment demande le droit de consulter et de changer de sexe, de genre. Et donc, certaines personnes témoignent qu'il suffisait de dire au psychiatre qui se sentait un homme dans le corps d'une femme ou une femme dans le corps d'un homme pour orienter rapidement la consultation vers une validation de la transition. Et dans tout cela, en sous-jacent, eh bien, on voit tout un business qui s'est créé et toute une manipulation avec des personnes en détresse derrière qui ont fait leur transition et qui ne peuvent plus revenir en arrière, des familles brisées, des vies brisées, des jeunes qui consultent complètement en confusion et avec une montée d'angoisse liée à l'identité de leur genre. Et en fait, la société est en train de générer un problème qui n'existait pas avant. Tout ça sous le couvert, au contraire, d'enlever un problème qui était un conditionnement sociétal. Avec, encore une fois, aujourd'hui, cette pensée idéologique où on n'a plus le droit de se positionner sur ce problème-là sans être traité de transphobique. Donc, le débat social, le débat public est très difficile. Il est très difficile pour les professionnels de la santé de se prononcer. Alors, il y a des gynécologues qui le font aujourd'hui, il y a des psychiatres, des pédopsychiatres, des psychologues, des thérapeutes. Certains médecins vraiment expliquent en fait comment ça se passe au niveau des neurosciences, essayent de donner la connaissance. Et je crois qu'il y a tout un mouvement qui essaye de clarifier la confusion générale, mais la confusion, elle est grave parce qu'elle touche nos enfants, nos adolescents, et finalement, le passage à l'acte va très vite avec une forme de pression de certains lobbies qui posent question. Alors, à ce niveau-là de l'audio, moi, j'aimerais me proposer de vous montrer comment l'acquisition de l'identité sexuée est complexe. C'est la résultante d'un processus évolutif complexe qu'on ne peut pas banaliser comme ça dans une idéologie, qui intègre en fait 3 dimensions. Notre dimension anatomo-biologique, donc anatomique et biologique, notre dimension sociale et notre dimension psychique, qui sont toutes les 3 très intriquées. Je ne reviens pas là sur la complexité dont j'ai parlé dans la deuxième audio des dimensions énergétiques du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc je vous propose de réécouter cet audio. Là, je vais juste plus loin sur
comment on acquiert l'identité sexuelle finalement au niveau psychologique. Donc, je vais vous proposer maintenant une dimension plutôt psychologique. Donc, la dimension anatomique, on l'a vu au niveau de la neuroscience. Si on regarde au niveau psychologique, c'est vrai que le fait d'avoir des gènes XX ou XY peut nous faire penser que notre anatomie est une part de notre destin. On est homme ou femme. Et c'est comme ça, au niveau biologique. Et c'est vrai. Ça, on ne peut pas le nier, il va falloir qu'on se base dessus parce que c'est la seule base solide, c'est notre identité anatomique, notre identité génétique qui va influencer nos hormones et notre neurobiologie, et notre corps va influencer notre regard sur le monde. Encore une fois, je vous propose d'aller écouter les audios sur l'influence de la neurobiologie et de nos hormones sexuelles sur notre corps. Qu'est-ce que c'est qui va varier par rapport à notre dimension génétique? Eh bien, c'est l'imprégnation hormonale qui vont influencer de manière différente sur certains de nos traits, de notre personnalité et de notre comportement. Notre influence neuronale, je voulais dire hormonale, qui va avoir aussi une influence sur nos neurones. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est mâle ou femelle, j'ai envie de dire, que notre anatomie préjuge entièrement de notre construction psychique et de la façon dont on va se sentir devenir garçon ou fille. Donc, il y a toutes ces influences hormonales et neurologiques, et puis ensuite, il y a toute une construction qui va être infiltrée par nos interactions avec notre environnement parental, surtout, bien sûr, et socio-culturel. Donc souvent est reprise une phrase célèbre de Simone de Beauvoir qui dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Donc finalement, dès notre naissance, notre sexe anatomique nous identifie aux yeux de nos parents comme petit garçon ou petite fille. Et c'est inscrit dans le langage en fait, il ou elle. Mais aussi dans nos prénoms qui sont genrés, qui fait qu'on est quand même différencié de manière importante dès le démarrage. Donc à la base de notre vie, cette différence anatomique et génétique va vraiment constituer des repères essentiels dans la construction psychique et identitaire de l'enfant et de son environnement, de ses parents. Et donc l'enfant aura à intégrer progressivement, psychiquement et socialement, l'image de son corps sexué, petit garçon ou petite fille. Donc maintenant, je vous propose de regarder comment l'enfant va se développer au niveau psychologique dans son environnement et au niveau sociétal. Donc, on se souvient qu'au niveau neurobiologique, les gènes sexuels influencent nos hormones et, entre autres, la testostérone va faire qu'un petit garçon ne verra pas la vie comme une petite fille, et ça, c'est hormonal et neurobiologique. Mais il y a une autre dimension, c'est la dimension de l'épigénétique, c'est-à-dire comment notre environnement va avoir une action forte sur l'expression de nos gènes. Et donc, dès sa naissance, le nouveau-né va travailler, j'ai envie de dire, son épigénétique en fonction des perceptions qu'il va ramener par ses 5 sens. Et il va développer ses capacités cognitives qui vont lui permettre de différencier dès l'âge de 2 mois le féminin du masculin dans son environnement, c'est-à-dire la voix, puis vers 5 mois l'image de son père ou de sa mère, et il va différencier un homme et une femme par l'image. Et à partir de 2 ans et demi, il peut différencier consciemment les sexes masculins et féminins. Et vers 3 ans, il va pouvoir être capable de désigner son propre sexe. Et donc, c'est à cet âge-là, vers 3 ans, qu'il va commencer à acquérir une connaissance des rôles et des activités traditionnellement dévolues à chacun des sexes, et qu'il va s'approprier les jouets destinés à son sexe et va repousser les autres. Donc, il va jouer préférentiellement avec des partenaires de son sexe, et c'est comme ça qu'il va créer son identité, dans une forme d'affiliation sexuée. La question est de savoir si tout ça est anormal ou pas. Voilà. De mon point de vue, on met des problèmes où il n'y en a pas, et c'est normal que notre environnement influence notre identité.
Donc, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? C'est que l'entourage adulte, en fait, ne s'adresse pas de la même façon à un petit bébé fille qu'à un petit bébé garçon. Et c'est vrai qu'on a tendance à, d'emblée, en fait, à soutenir certaines caractéristiques du sexe masculin et certaines caractéristiques du sexe féminin. De mon point de vue, tout cela est absolument normal. Nous sommes en permanence influencés par notre environnement sur tous les plans, qu'ils soient sexuels ou autres. Et le travail qu'on aura à faire justement de notre identité, de notre, ce qu'on appelle l'individuation, ça va être un moment dans notre évolution psychologique de se séparer de cette éducation et de trouver notre propre identité. Mais on aura à le faire sur tous les plans. Ça ne sera pas que au niveau sexuel, ça sera sur tous les plans. Finalement, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver sa place dans la famille, soit en soumission, soit en rébellion. Et il va essayer aussi de trouver sa place dans la société, dans les attentes et l'organisation par rapport à la société. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que la sexualité, c'est à la fois quelque chose qui constitue le plus intime, le plus personnel de chacun d'entre nous, mais c'est aussi quelque chose qui est l'affaire de tous parce que, en fait, le regard sociétal influence considérablement notre identité sexuelle. Et c'est comme ça dans toutes les sociétés. Quand vous naissez en France, vous n'avez pas la même identité sexuelle en tant que femme que dans d'autres sociétés. Et puis, va arriver la construction et l'orientation sexuelle de l'enfant dans la forme que prendront ses fantasmes sexuels. Donc là, il faut encore revenir sur l'évolution sociétale en termes de libération sexuelle, puisque les fantasmes sexuels ont évolué dans la société. Les fantasmes sexuels sont vraiment, j'ai envie de dire, alimentés par la société, par les films, par les images, les pubs, les livres, les mythes, les histoires racontées aux enfants. Et donc, quand dès l'école primaire, on commence à questionner les enfants sur le genre, il est probable qu'on les influence. Donc, on se souvient qu'il y avait cette société patriarcale dans une famille clanique puis nucléaire qui imposait finalement la notion du chef de famille avec des rôles bien départis pour chacun, l'homme au travail, la femme au foyer, avec à cette époque-là les genres garçon-fille bien différenciés. Et dans une société qui considérait que toute autre forme de sexualité que l'hétérosexuel était considérée au mieux comme pathologique ou perverse et parfois au pire comme criminelle, proscrite et même mortellement punie. Donc pas en France mais dans notre société en fait, et on a vécu ça aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc en France. Donc la libération sexuelle après les années 1960 a proposé d'assumer une sexualité différente et avec l'émergence de la théorie du genre veut proposer une libération sexuée au nom des ressentis internes qui auraient force d'une vérité ancrée dans une nature profonde. Je me suis toujours sentie fille dans un corps de garçon ou inversement. Et donc ça, c'est une vérité ancrée dans une nature profonde liée à un ressenti. Et de ce fait-là, qui réclame les droits et les devoirs à la différence pour être comme tout le monde. Donc cette société-là, en fait, proposerait à l'individu l'accès encore à une liberté de choix supplémentaire, celui de son genre, puis celui de son anatomie sexuelle, biologique. Et là, on peut arriver dans un symptôme sociétal à faire un amalgame entre une vraie problématique de genre contre juste un conflit psychique identitaire qui est inhérent à l'évolution de l'identité sexuelle chez chaque personne. Voilà, et pour conclure, je vais vous proposer un regard sur la dimension psychosexuelle. Essayez de vous embarquer avec moi dans comment cette évolution se passe au niveau de la relation entre la psyché et le sexe. Donc déjà, vous dire que l'enfant, dès qu'il est dans le ventre de sa maman, est investi comme appartenant au genre humain, à la communauté humaine, avant même qu'il est identifié comme une fille ou un garçon.
On appelle ça l'identification primaire, qui va permettre à l'enfant lui-même ensuite de s'identifier comme un être humain. Ensuite, avec l'échographie, on va regarder si c'est un garçon ou une fille et il va être infiltré dans la psyché des parents son genre sexuel. Et ensuite, dès la naissance, donc, la représentation sexuée que lui ont faite ses parents, plus son environnement social, par exemple la crèche, la nourrice, tout ça va influencer ses premières représentations fantasmatiques. Et petit à petit, progressivement, les premières représentations qu'il va avoir de lui-même dans les interactions sexuées. Et ensuite, il va vivre des expériences sensorielles et psychiques qui vont l'amener dans une forme de satisfaction de lui-même. Donc là, je vous parle du processus de jouissance et de plaisir physique et fantasmatique qu'il va éprouver pour s'investir dans une identité et dans un aspect de lui, par aussi identification à son père ou à sa mère. Donc, il va être aussi fortement imprégné, on va dire, du caractère sexuel des parents, et non pas de leur sexualité, mais du caractère sexuel des parents, de leur propre histoire à ce niveau-là, et de leur propre relation en tant que fille ou garçon à leur enfant, et de la façon dont eux-mêmes ils se situent dans leur rapport au sexué, au genre et à la sexualité. Alors après, on peut regarder le regard de la psychanalyse et des différents stades freudiens, donc je les rappelle, oral, anal et phallique, qui, suivant la psychanalyse vont apporter leur contribution aussi à la construction sexuée. Donc l'investissement de soi comme un petit garçon, une petite fille, va aussi être la conséquence des plaisirs que l'enfant va éprouver au niveau de chacune de ces zones érogènes, sexuellement différenciées ou non d'ailleurs, donc comme la bouche, l'anus, le clitoris, le pénis, et la façon dont l'enfant va investir corporellement, notamment dans toutes les, on va dire, les actes de l'auto-érotisme, mais aussi fantasmatiquement, donc dans la façon dont il s'imagine les choses. Tout ça, petit à petit, va créer son identité psychologique sexuelle. Et puis, il va avancer dans l'âge et puis il va vivre ce choc à un moment de la perception visuelle de la différence des sexes. Donc, l'enfant va comprendre qu'il a un sexe, le petit garçon va comprendre qu'il a un sexe extérieur là où sa maman n'en a pas. Et la petite fille va comprendre qu'elle n'a pas de sexe extérieur comme son frère ou son papa. Et donc, ça va être un pas supplémentaire dans l'intégration psychique de la différence sexuée. Avec là, la psychanalyse nous parle de toutes les angoisses de castration. Et puis, il va y avoir ce fameux complexe d'Oedipe qui va constituer une période centrale pour les identifications au père ou à la mère, et donc à l'homme et à la femme, au masculin et au féminin. Et donc, pour la psychanalyse, finalement, l'issue de la problématique oedipienne résulte par l'identification de l'enfant aux parents du même sexe. Et ça va constituer un temps fort dans son identification. Et puis suite à cela, donc ça c'est aux alentours de 6 ans, il va y avoir cette période de latence où les garçons et les filles vont affirmer encore plus leur identité sexuée et leur identité de genre, donc par l'identification à leur père, ils font partie des petits garçons, des petites filles, et ils vont accentuer leur identité sexuée. Donc voilà pour l'évolution psychosexuelle jusqu'à la puberté en fait. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler aux enfants à l'école du questionnement sur le genre et de leur dire qu'ils sont pas forcément mâles ou femelles, mais que ça sera à eux de choisir leur identité de genre et éventuellement plus tard, quand ils seront grands, ils pourront même changer de sexe. Il faut bien comprendre que dans ce contexte-là, dans toute cette structuration psychologique,
entendre un tel discours met en état de choc. C'est-à-dire ça déconstruit toute une construction naturelle qu'il y a eu, avec des influences effectivement parentales, sociétales, qui font partie de notre condition d'être humain. Nous nous construisons par conditionnement sur tous les plans. Et ce discours qui remet en cause en fait les fondements de la construction identitaire forte de l'enfant, ses bases, peuvent mettre certains enfants vraiment en état de choc et en troubles identitaires majeurs. Et on peut retrouver des troubles derrière psychiatriques, dans une période où ils sont encore en construction et où ils sont en train, au contraire, d'affirmer leur identité qu'ils ont construite pour basculer dans l'adolescence. Donc, je voulais souligner ici, en vous faisant l'explication de toute l'évolution psychologique, c'est que il y a une différence de dire à un enfant depuis sa naissance qu'il est ni mâle ni femelle et qu'il choisira son sexe et de le lui dire depuis toujours, que de en fait laisser faire un processus naturel et puis à un moment que finalement l'école s'empare du sujet pour expliquer aux enfants sous le couvert de vouloir faire une éducation sexuelle et prôner l'égalité des sexes, commencer à influencer les enfants suivant les personnes qui parlent et prononcer des discours qui sont très graves pour des professionnels. C'est-à-dire que des professionnels de la psychologie ne feraient jamais ça. Et quand un instituteur ou un professeur ou un bénévole se permet de faire ça dans une classe, c'est vraiment une tempête de choc émotionnel qui peut se passer chez certains enfants. On les voit, on les retrouve en thérapie. Euh, et voilà, je voulais surligner ça. Et donc ensuite, dans ce contexte-là, suivant les enfants, ils n'auront pas eu les mêmes discours. On va basculer vers l'adolescence. Et puis va arriver la puberté. Et donc cette identité sexuée va également se développer à l'épreuve du corps. Et donc là, l'enfant va vivre une réelle tempête intérieure hormonale avec des transformations corporelles et donc l'apparition des caractères sexuels secondaires. Les règles qui arrivent chez les filles, les seins qui poussent, la voix qui mue chez les garçons, la barbe qui pousse, chez les filles aussi les poils qui poussent avec tous ces questionnements qu'on se pose autour de la question de l'épilation, entre autres. Hein. Et l'enfant va vivre une vraie tempête identitaire avec un corps qui change. À ce moment-là, on dit en psychologie qu'ils sont dans une phase de dépression, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à accepter ce qu'ils deviennent, en fait. Hein. Il y a un vrai changement, un deuil à faire de l'enfance et une acceptation de ce corps qui devient adulte avec une psyché qui est encore immature. Hein. Il faut savoir que chez l'adolescent, le corps devient adulte, mais qu'on a une maturité affective encore de l'enfant, et c'est ce qui crée la crise de l'adolescence. On va devoir intégrer dans ce corps d'adulte une psyché d'adulte et devoir faire énormément de deuil. Donc là, à ce moment-là, l'adolescent est très précaire en termes de psychologie. Alors, les exigences sociales avant en fait, réclamer que le garçon soit attiré par les filles et des filles par les garçons. Et aujourd'hui, finalement, ces exigences sociales sont moins prégnantes. Et finalement, il y a de nombreux jeunes qui explorent à travers leurs différentes expériences, qui sont d'ailleurs de plus en plus précoces, des relations successives avec des garçons et des filles. Et donc, on en arrive là souvent finalement à des positionnements où il n'est pas rare d'entendre que les jeunes nous disent c'est un être que j'aime et non pas un homme ou une femme. Ils nous disent peu importe qu'il soit homme ou femme, c'est un être que j'aime. Et finalement, encore une fois, l'influence sociétale peut, dans cette liberté, amener dans cette dernière identification sexuelle des confusions. Donc, on peut voir que c'est très complexe, que c'est pas binaire, hein, et que finalement, chez un individu, l'apparence et le ressenti sont le reflet de notre construction psychique, qu'il convient aussi parfois d'aller écouter, de pouvoir questionner librement, sans être
étiqueté d'homophobe ou de transphobe. Du côté de la psychothérapie, une problématique apparemment sexuelle et sexuée peut nous renvoyer à une problématique identitaire, narcissique ou affective non résolue. Et ça, en fait, c'est pas parce que l'enfant va choisir son identité sexuelle qu'il va pas souffrir derrière. Donc c'est important qu'on puisse aller l'investiguer. Voilà, tout ça pour vous dire que moi, j'appelle ça un syndrome sociétal. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les repères ont explosé et où il y a des positionnements forts, dualistes et des influences de l'idéologie. Et on est dans un monde complexe et il est important qu'on puisse poser notre parole, prendre du recul, faire des tables rondes et réfléchir à tout ça de manière saine pour protéger nos enfants. Et pour moi, il est important de dénoncer le fait que l'éducation sexuelle à l'école primaire, au collège et au lycée ne soit pas faite par des vrais professionnels avertis de tous les risques qu'il y a au niveau psychologique d'employer certains mots ou certains concepts pour vraiment protéger nos enfants dans des périodes où ils sont très sensibles et très fragiles finalement. La prise en charge au cabinet de ces souffrances-là, en fait, elles sont les mêmes que celles que j'ai évoquées pour l'homosexualité. Donc, je vous propose d'aller voir cet audio-là si vous ne l'avez pas encore écouté. Avec en plus quand même une vigilance accrue parce qu'une fois que la personne va décider finalement de se faire opérer et d'avoir des hormones, c'est irréversible. Et donc, il me semble qu'il est vraiment important pour les professionnels de la santé humaine de prendre vraiment du temps pour investiguer avec les personnes qui sont en demande de transition de manière très complète et très professionnelle pour vraiment sécuriser le patient, le consultant. Donc, si j'en reviens à notre rôle énergétique, puisque là, je vous ai fait le petit profil psychologique et sociétal, mais si j'en reviens à notre rôle énergétique, on va retrouver dans les problématiques de genre parfois une forte dualité entre l'âme qui a des caractéristiques inverses de ceux du corps biologique et une forte blessure en l'environnement sociétal et familial souvent. Donc là, on est sur les énergies d'avril et de mai, hein, c'est vraiment l'âme et le corps, et aussi de juin, qui est le contexte familial et finalement la relation à la dynamique familiale et aux ancêtres. Avec aussi le questionnement de tout ce coyote, finalement, cette manipulation sociétale, et on sera très vigilant de vraiment lever toutes les zones d'emprise pour pouvoir permettre à la personne d'être totalement libre, de pouvoir penser par elle-même et de ressentir le fond de son problème. Voilà, ensuite, de mon point de vue personnel, en tant que thérapeute, pour moi, la mutilation des corps n'est pas une solution au problème. Et pour moi, si la personne consulte parce qu'elle est en souffrance sur tout ça, je vais déjà vraiment prendre beaucoup de soin à lever toutes les zones de souffrance dans les espaces vibratoires énergétiques. Vraiment, des libérations énergétiques, c'est important parce qu'on peut vraiment retrouver des personnes possédées dans leur âme, possédées dans leur corps, pour vraiment permettre à la personne, une fois tous ces soins faits, de réinvestiguer par la thérapie la dimension psychologique et ensuite identitaire, d'une manière beaucoup plus libre. Et il y aura probablement tout un travail à faire sur l'âme et sur les blessures d'incarnation et l'acceptation de ce corps, au même titre qu'on va le faire avec des adolescents anorexiques ou boulimiques ou des personnes qui se scarifient. La question de l'acceptation de notre corps, elle est finalement assez présente en thérapie. Et on est là en lien avec les blessures d'incarnation. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cet audio bonus sur l'identité du genre et le transgenre. Et j'ai envie de conclure cet audio en disant, voilà comment de mon point de vue, la société, dans un mouvement actuel de perte de repères, dans son excès de masculin, de vouloir
rétablir des égalités, arrive à créer des problèmes psychologiques graves, voire de mutilation de corps graves, là où il n'y avait pas de problème, et à questionner, finalement, on va basculer sur les lunes du féminin et on va s'interroger sur notre responsabilité sociale en lien avec les générations qui suivent. Et il me semble que ce questionnement du genre et de l'influence qu'on a sur nos enfants aujourd'hui, qui, à mon avis, la problématique concernait pas beaucoup de personnes, est devenue un problème collectif et qui nous amène quand même à nous poser la question, où va-t-on pour les générations qui suivent? Qu'est-ce qu'on est en train de générer au niveau psychologique, au niveau génétique chez nos enfants?